Après mon accouchement douloureux, lorsque j'ai donné naissance à 2 fils, ma cruelle belle-mère a fait irruption dans ma chambre d'hôpital et a exigé que je donne l'un de mes bébés à ma belle-sœur stérile. Quand j'ai fermement refusé, en disant « ce sont mes enfants », elle m'a giflé violemment au visage alors que j'étais encore faible de l'opération, et a essayé de m'arracher mon fils des bras. Mon beau-père m'a maintenu sur le lit. Donne-lui en un et arrête d'être égoïste. Je me suis débattue de toutes mes forces en hurlant pour appeler les infirmières. Mais soudain, mon mari et ma belle-sœur ont fait irruption dans la chambre. Ce qu'ils ont fait ensuite, avec mon propre mari, à mes bébés innocents était vraiment incroyable. Je m'appelle Nathalie et j'ai 34 ans. J'ai grandi dans une petite ville près de Pittsburgh, fille d'un détective de police à la retraite et d'une institutrice de maternelle. Mes parents, Frank et Denise Warren, m'ont élevée en m'inculquant les valeurs d'honnêteté, de travail acharné et de famille par-dessus tout. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais notre maison débordait d'amour et de rire. J'ai rencontré mon mari, Cameron, pendant notre 3e année à l'Université d'État de l'Ohio. Il était charmant, attentionné et venait de ce que je croyais être une famille respectable. Ses parents, Donald et Patricia Whitmore, possédaient une chaîne prospère de quincailleries dans le Midwest. Sa sœur cadette, Brooke, avait 2 ans de moins que nous à l'université et semblait assez douce lors des réunions de famille. Cameron m'a courtisé sans relâche ce premier semestre. Il s'est présenté à ma résidence universitaire avec des fleurs après notre 2e rendez-vous. Il se souvenait de détails de ma vie que je n'avais mentionnés qu'en passant, le nom de ma grand-mère, mon chien d'enfance, mon livre préféré au collège. Son attention était enivrante pour une fille qui avait passé la plupart de ses années d'université invisible aux yeux des hommes comme lui. Avec le recul, je reconnais les signaux d'alarme que j'ai choisi d'ignorer. Cameron parlait rarement de sa famille avec une chaleur sincère. Ses histoires d'enfance se concentraient toujours sur les réussites et les attentes plutôt que sur des moments de connexion ou de joie. Il a mentionné une fois que sa mère tenait un registre de tout ce qu'elle lui avait donné, chaque dollar dépensé pour son éducation, son épanouissement, comme si l'amour pouvait être quantifié et finalement remboursé. Cameron et moi sommes sortis ensemble pendant 4 ans avant de nous fiancer. La première fois que j'ai rencontré la famille Whitmore reste gravée dans ma mémoire. Cameron m'a conduite à leur domaine près de Columbus pour le dîner de Thanksgiving, pendant notre dernière année d'université. La maison s'étendait sur plus d'1 hectare de pelouse manucurée, tout en colonnes blanches, en marbre importé, avec des pièces qui semblaient plus conçues pour impressionner les invités que pour y vivre. Patricia nous a accueillis à la porte, portant des perles et un sourire qui n'atteignait jamais vraiment ses yeux. Elle a serré Cameron chaleureusement dans ses bras, puis s'est tournée pour m'évaluer avec le détachement clinique de quelqu'un qui inspecte du bétail à une vente aux enchères. Son regard a parcouru ma robe de magasin bon marché, mes ballerines éraflées, ma coupe de cheveux de salon de quartier. Quelque chose a traversé son visage, de la déception, peut-être, ou de la résignation. Pendant le dîner, Patricia a posé des questions qui ressemblaient plus à des interrogatoires. Elle voulait connaître la profession de mes parents, l'histoire de ma famille, où je comptais vivre après l'obtention de mon diplôme, le montant de mes dettes. Cameron me serrait la main sous la table chaque fois que les questions devenaient trop pointues, mais il n'a jamais dit à sa mère d'arrêter. Donald m'a à peine adressé la parole ce soir-là. Il a dirigé sa conversation exclusivement vers Cameron, discutant d'entreprises et d'opportunités d'investissement comme si je n'étais pas assise à 1 mètre de là. Quand j'ai tenté d'apporter une opinion sur les tendances du marché, un sujet que j'avais étudié de manière approfondie dans mes cours d'économie, Donald m'a jeté un regard si confus que je me suis tue en plein milieu de ma phrase. Brooke s'est avérée être la plus amicale des 3, bien que sa chaleur ait semblé feinte. Elle a complimenté ma robe sur un ton qui suggérait qu'elle me plaignait de la porter. Elle m'a interrogé sur mon appartenance à une sororité et a semblé sincèrement perplexe quand je lui ai expliqué que je ne pouvais pas me permettre la vie associative grecque tout en travaillant à 2 emplois pour payer mes frais de scolarité. Tout au long de notre relation, j'ai remarqué de petites choses au sujet de sa famille qui me préoccupaient. Patricia avait une façon de faire des commentaires passifs-agressifs sur mes origines modestes. Donald me reconnaissait rarement directement, préférant parler par l'intermédiaire de Cameron comme si j'étais invisible. Brooke s'accrochait aux opinions de sa mère comme à l'Évangile,
répétant ses critiques chaque fois que l'occasion se présentait. Pourtant, j'aimais profondément Cameron, et il me défendait toujours. Du moins, c'est ce que je croyais à l'époque. Quand Patricia faisait des remarques désobligeantes sur les modestes traditions de Noël de ma famille, Cameron changeait de sujet avec aisance. Quand Donald m'excluait des conversations, Cameron s'excusait plus tard au nom de son père. Ces petits gestes me semblaient alors une protection. Aujourd'hui, je les reconnais pour ce qu'ils étaient, de la gestion, pas de la défense. Cameron n'a jamais réellement confronté le comportement de sa famille. Il m'aidait simplement à le supporter. La demande en mariage est arrivée pendant les vacances de printemps de notre dernière année. Cameron m'a emmené aux chutes du Niagara, un endroit qu'aucun de ses parents n'aurait choisi, et m'a demandé de l'épouser au bord des eaux rugissantes. La bague était modeste pour les standards des Whitmore, mais magnifique, un simple diamant que Cameron avait acheté lui-même plutôt que d'accepter l'héritage familial que Patricia lui avait offert. Ce choix signifiait tout pour moi à l'époque. Il suggérait qu'il était son propre maître, capable de se démarquer des attentes de sa famille. J'ai appelé mes parents immédiatement après avoir dit oui. Ma mère a pleuré des larmes de joie tandis que mon père a exigé de parler à Cameron de ses intentions. Leur joie semblait si pure, si peu compliquée par les calculs qui régissaient la dynamique familiale des Whitmore. Je voulais désespérément croire que Cameron et moi pourrions construire quelque chose de différent, une famille enracinée dans l'amour plutôt que dans la transaction. Nous nous sommes mariés il y a 5 ans lors d'une petite cérémonie dont Patricia s'est plainte pendant des mois. Elle voulait une grande fête au country club, quelque chose de digne du nom Whitmore. Au lieu de cela, Cameron et moi avons choisi un mariage modeste en plein air à la ferme de ma grand-mère, dans la campagne de Pennsylvanie. Ma grand-mère était décédée 2 ans avant notre mariage, et organiser la cérémonie là-bas signifiait tout pour moi. La ferme se trouvait sur 20 acres de collines que ma grand-mère avait cultivées toute sa vie d'adulte. Des vergers de pommiers bordaient la limite de la propriété et un petit ruisseau traversait la prairie où nous avons échangé nos vœux. Ma mère a passé des semaines à préparer le lieu, suspendant des guirlandes lumineuses dans les vieux chênes et plantant des fleurs sauvages le long du chemin menant à l'autel. Patricia est arrivée le matin du mariage dans une robe blanche, pas ivoire, pas crème, mais un blanc de mariée. Ma mère l'a remarqué immédiatement et a proposé de prêter une autre tenue à Patricia, une suggestion douce que Patricia a refusée avec une offense théâtrale. Elle s'est positionnée au premier rang et a tamponné ses yeux tout au long de la cérémonie, s'assurant que chaque photo capture sa performance de sacrifice maternel. Donald a porté un toast à la réception qui a réussi à insulter ma famille 3 fois tout en louant techniquement l'union. Il a parlé de l'avenir brillant de Cameron et de l'importance d'épouser quelqu'un qui comprenait sa place dans le soutien de cet avenir. La mâchoire de mon père s'est crispée à chaque mot, mais il a gardé le silence pour mon bien. Patricia ne m'a jamais laissé oublier ma transgression. À chaque dîner de fête, à chaque anniversaire, elle trouvait des moyens de me rappeler que je lui avais refusé le mariage de ses rêves. Comme si mon mariage avec son fils la concernait elle. 3 ans après notre mariage, Cameron et moi avons commencé à essayer d'avoir des enfants. Nous avons abordé le processus avec un optimisme naïf, supposant que la conception se produirait naturellement en quelques mois. Au lieu de cela, mois après mois, la déception s'est accumulée. Les tests de grossesse négatifs s'entassaient dans notre poubelle de salle de bain comme de minuscules monuments à l'échec. Après 1 an d'essai, nous avons consulté un spécialiste de la fertilité. Le docteur Rebecca Thornton a effectué des tests approfondis sur nous deux et nous a annoncé une nouvelle qui a été un véritable coup dur. Mes niveaux d'hormones étaient irréguliers. La qualité de mes ovules était sous-optimale pour mon âge. La motilité des spermatozoïdes de Cameron était inférieure à la moyenne. Séparément, ces problèmes auraient pu être gérables. Ensemble, ils créaient une barrière importante à la conception naturelle. Nous avons suivi des traitements de fertilité, enduré d'innombrables rendez-vous médicaux et surmonté le fardeau émotionnel qui accompagne la difficulté à concevoir. Les injections d'hormones me laissaient ballonnée et émotive. L'intimité programmée a dépouillé notre relation de spontanéité et de romantisme. Chaque mois devenait un cycle d'espoir et de déception écrasante. Chaque test négatif érodait quelque chose d'essentiel entre nous.
Cameron a géré le stress en travaillant plus longtemps et en passant plus de temps avec sa famille. Il prétendait que la distance était involontaire, un mécanisme d'adaptation plutôt qu'un abandon. Je l'ai cru parce que l'alternative, accepter que mon mari se soit éloigné de moi pendant notre épreuve la plus difficile, était trop douloureuse à envisager. Pendant cette période, Brooke a annoncé ses fiançailles avec un homme nommé Wesley Patterson. Wesley venait de la vieille fortune, le genre qui précédait celle des Whitmore de plusieurs générations. Sa famille possédait des compagnies maritimes et des projets immobiliers sur toute la côte est. Patricia était folle de joie de cette union, louant sans cesse Brooke pour avoir assuré une alliance aussi prestigieuse. Leur mariage fut l'événement extravagant que Patricia avait toujours voulu, entièrement financé par la fortune de la famille Whitmore. La cérémonie a eu lieu dans une cathédrale historique du centre-ville, suivie d'une réception au country club le plus exclusif de Columbus. 700 invités ont vu Brooke descendre un grand escalier dans une robe de créateur qui coûtait plus que le revenu annuel de mes parents. Patricia rayonnait tout au long de l'événement, obtenant enfin le spectacle nuptial qui lui avait été refusé lorsque Cameron m'avait choisi. 6 mois après leur mariage, Brooke a découvert qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Une condition médicale que je ne nommerai pas par respect pour sa vie privée rendait la conception impossible sans une intervention médicale lourde. Le diagnostic est tombé après que Brooke et Wesley n'aient essayé que pendant 2 mois, un contraste cruel avec nos années de lutte. La nouvelle l'a dévastée, et j'ai sincèrement compati à ce qu'elle traversait. Je me suis souvenu de mes propres moments les plus sombres, pleurant dans les toilettes des cliniques après des procédures ratées, me demandant si la maternité resterait à jamais hors de ma portée. Quels que soient mes sentiments compliqués à l'égard de Brooke, je ne souhaiterais ce chagrin particulier à personne. Patricia m'a appelé la semaine après le diagnostic de Brooke, sa voix pleine d'accusations déguisée en sollicitude. Elle m'a demandé comment progressaient nos traitements de fertilité, si les médecins nous avaient donné un quelconque espoir. Les questions semblaient indiscrètes, mais j'ai répondu honnêtement, expliquant que le docteur Thornton avait recommandé une dernière série de FIV avant d'envisager d'autres options. Patricia a fait un bruit pensif à cette information. Elle a mentionné que Brooke et Wesley exploraient la gestation pour autrui, bien que le processus semble compliqué et impersonnel. Elle s'est demandé à voix haute s'il pourrait y avoir une solution plus naturelle, quelque chose qui garderait tout au sein de la famille. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire à l'époque, ou peut-être que j'ai compris et que j'ai refusé de reconnaître l'implication. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que son infertilité devienne liée à mon propre parcours de fertilité. Un soir, il y a environ 18 mois, Cameron est rentré d'un dîner chez ses parents avec une expression étrange sur le visage. Il passait plus de temps au domaine des Whitmore ces derniers temps, disparaissant pour des dîners dominicaux qui se prolongeaient en conversation tardive. Je supposais qu'il discutait d'affaires, peut-être des projets pour que Cameron prenne un rôle plus important dans l'entreprise familiale. Cameron s'est versé un verre de whisky avant de parler, ce qui était inhabituel pour un soir de semaine. Il m'a fait asseoir dans notre salon et m'a expliqué que sa mère avait proposé quelque chose. Patricia avait suggéré que, lorsque Cameron et moi aurions enfin des enfants, nous devrions envisager d'en donner un à Brooke et Wesley. Elle a présenté cela comme une solution familiale, un moyen de s'assurer que les 2 couples puissent connaître la parentalité. J'ai regardé mon mari avec incrédulité. La suggestion était si absurde, si fondamentalement mauvaise que je ne pouvais formuler de réponse. Mon esprit revenait sans cesse sur le mot « donner », comme si un enfant était une possession à transférer plutôt qu'un être humain à élever et à aimer. Cameron m'a rapidement assuré qu'il avait rejeté l'idée, mais quelque chose dans ses yeux m'a mise mal à l'aise. Une lueur d'hésitation que j'ai choisi d'ignorer à l'époque. Il m'a pris la main et m'a promis que nos enfants seraient les nôtres, seulement les nôtres, et que la suggestion de sa mère l'avait choqué autant que moi. Je voulais si désespérément le croire que j'ai accepté ces assurances sans plus de questions. Les semaines qui ont suivi cette conversation m'ont semblé différentes. Cameron est devenu plus attentif, plus affectueux physiquement, comme s'il essayait de prouver quelque chose par ses actions. Il m'a accompagné à chaque rendez-vous de fertilité, m'a tenu la main pendant les injections et m'a murmuré des encouragements lorsque le processus devenait écrasant. J'ai interprété son comportement comme un réengagement dans notre partenariat, la preuve qu'il m'avait choisi au détriment de la proposition tordue de sa famille.
Plusieurs mois plus tard, contre toute attente, je suis tombée enceinte. Le spécialiste de la fertilité a confirmé des jumeaux lors de mon échographie de 8 semaines. Cameron a pleuré des larmes de joie dans la salle d'examen, me tenant la main pendant que nous regardions 2 minuscules battements de cœur clignoter sur le moniteur. J'ai cru que ce moment représentait le début de notre famille, l'aboutissement d'années de lutte et d'espoir. Le docteur Thornton a expliqué que les grossesses gémellaires comportaient des risques supplémentaires, surtout compte tenu de mes antécédents médicaux. Elle a recommandé un suivi plus fréquent, des modifications alimentaires et une activité physique réduite au fur et à mesure que la grossesse avançait. J'ai accepté chaque restriction avec joie, prête à endurer n'importe quel inconfort pour le bien des vies qui grandissaient en moi. Nous avons décidé d'attendre le 2e trimestre pour annoncer la nouvelle. Une superstition née d'années de déception. Ces premières semaines semblaient sacrées, un secret partagé seulement entre Cameron, les médecins et moi. Je me surprenais à presser ma paume contre mon ventre encore plat, m'émerveillant du miracle qui se produisait sous ma peau. Quand nous avons finalement annoncé la grossesse, les réactions ont varié de manière prévisible. Mes parents ont sangloté de joie, ma mère se lançant immédiatement dans les plans pour une fête prénatale et la décoration de la chambre des bébés. Mon père a serré la main de Cameron si vigoureusement que j'ai craint qu'il ne lui disloque quelque chose. La réponse de Patricia fut plus mesurée. Elle m'a serré dans ses bras avec raideur et m'a offert des félicitations qui semblaient répétées. Ses yeux brillaient d'une lueur calculatrice que j'ai attribuée à l'excitation de devenir grand-mère. Donald a hoché la tête avec approbation, comme si j'avais enfin rempli mon rôle au sein de la structure familiale des Whitmore. Brooke a fondu en larmes en apprenant la nouvelle. Wesley l'a sortie de la pièce pendant qu'elle pleurait et Patricia l'a suivie avec des murmures inquiets. Cameron m'a assuré que la réaction de sa sœur était compréhensible compte tenu de ses propres problèmes de fertilité. Il m'a demandé d'être patiente avec Brooke, de lui donner le temps de traiter ses émotions compliquées. J'ai accepté parce que j'aimais mon mari et que je voulais croire le meilleur de sa famille. J'ai accepté parce que je me souvenais de ma propre jalousie lorsque des amies enceintes annonçaient leur bonne fortune pendant nos années d'essai. J'ai accepté parce que je ne pouvais imaginer que quelqu'un veuille prendre un enfant à sa mère. Ma grossesse a été difficile dès le début. De graves nausées matinales m'ont cloué au lit pendant le 1er trimestre. La nausée arrivait sans prévenir et persistait pendant des heures, me laissant faible et déshydratée. Cameron a engagé un service de nettoyage et organisé des livraisons de repas quand je suis devenue trop malade pour gérer les tâches ménagères. Son attention pendant ces semaines misérables m'a convaincu que tous les doutes que j'avais nourris sur sa famille étaient infondés. Un diabète gestationnel s'est développé au 2e trimestre, nécessitant une surveillance attentive et des restrictions alimentaires. Je me piquais le doigt plusieurs fois par jour, suivant ma glycémie avec une précision obsessionnelle. Le diagnostic m'a effrayée, non pas pour ma propre santé, mais pour l'impact potentiel sur les bébés. Le docteur Thornton m'a assuré que le diabète gestationnel était gérable, qu'un suivi approprié protégerait à la fois les jumeaux et moi. Ma tension artérielle est également devenue une préoccupation constante, amenant mon obstétricien à recommander un accouchement précoce par césarienne. Les bébés arriveraient à 36 semaines au lieu de 40, assez prématurés pour nécessiter une surveillance supplémentaire, mais suffisamment développés pour s'épanouir hors de l'utérus. J'ai programmé l'opération pour un jeudi matin, ce qui me laissait le temps de préparer la chambre et de calmer mes nerfs. Tout au long de ces épreuves, Patricia me rendait fréquemment visite. Son intérêt pour ma grossesse semblait excessif, presque possessif. Elle posait des questions détaillées sur le développement des bébés, insistait pour assister aux échographies et a commencé à parler des jumeaux comme s'ils lui appartenaient en partie. Elle posait ses mains sur mon ventre sans demander la permission, parlant directement à mon ventre comme si je n'y étais pas rattachée. Cameron a balayé mes inquiétudes, attribuant le comportement de sa mère à l'excitation de devenir grand-mère. Il m'a rappelé que Patricia avait attendu des années pour avoir des petits-enfants, que son enthousiasme était un compliment plutôt qu'une intrusion. Je voulais le croire, alors j'ai ravalé mon malaise et supporté les violations de limites de Patricia avec des sourires forcés. Un après-midi, environ 2 mois avant ma date d'accouchement, j'ai surpris une conversation qui aurait dû m'alarmer plus qu'elle ne l'a fait.
Patricia et Brooke étaient dans la cuisine du domaine des Whitmore, ignorant que j'étais revenu plus tôt d'une pause aux toilettes. Leur voix parvenait clairement à travers la porte entr'ouverte. Patricia expliquait quelque chose sur des arrangements juridiques, sur la façon dont certains transferts pouvaient être structurés pour paraître naturels. Brooke a demandé si Cameron s'était pleinement engagé, s'il comprenait ce que la famille attendait. Patricia a assuré à sa fille que Cameron faisait toujours ce qui était le mieux pour la famille, que sa loyauté n'avait jamais faibli. Je me suis convaincue qu'elle discutait d'affaires, peut-être un transfert de propriété ou une restructuration d'investissement. L'explication alternative était trop horrible à envisager. L'attitude de Brooke a également changé pendant ma grossesse. Là où elle avait auparavant maintenu une distance polie, elle recherchait maintenant constamment ma compagnie. Elle a apporté des vêtements de bébé chez nous, des grenouillères et des couvertures aux couleurs neutres qu'elle prétendait être des cadeaux de divers magasins. Elle a décoré une chambre d'enfant dans sa propre maison, me montrant des photos de la pièce terminée avec une fierté qui frisait l'obsession. Wesley semblait mal à l'aise avec le comportement de sa femme, bien qu'il ne soit jamais intervenu directement. Je l'ai surpris en train d'échanger des regards avec Cameron lors des dîners de famille, des communications sans parole que je ne pouvais pas interpréter. Quand j'ai interrogé Cameron sur ces échanges, il a rejeté mes questions en les qualifiant de paranoïa due à la grossesse. Brooke parlait des jumeaux avec une intimité qui me dérangeait. Elle les appelait « nos garçons », une phrase qui me donnait la chair de poule chaque fois que je l'entendais. Elle discutait de leurs futures options de scolarité, de leurs activités extrascolaires, des universités qu'ils pourraient fréquenter. Sa vision de leur vie semblait entièrement formée, comme si elle planifiait depuis des années plutôt que des mois. Une fois, je l'ai entendu dire à Patricia qu'elle avait hâte de ramener son neveu à la maison. Le nom au singulier m'a semblé étrange, mais je me suis convaincue que j'avais mal entendu. Peut-être avait-elle dit « neveu », le son déformé par la distance ou ma propre anxiété grandissante. J'ai mentionné ces préoccupations à ma mère lors d'un de nos appels téléphoniques hebdomadaires. Elle a écouté attentivement, puis a posé des questions auxquelles je n'étais pas préparée à répondre. Cameron avait-il jamais directement refusé la suggestion antérieure de sa mère? Avait-il jamais dit explicitement à Brooke que nos enfants resteraient avec nous? S'était-il jamais interposé entre moi et les attentes envahissantes de sa famille? Les réponses, quand je les ai examinées honnêtement, étaient troublantes. Cameron m'avait rassuré avec des promesses vagues et des conversations évasives. Il n'avait jamais confronté sa mère ou sa sœur en ma présence. Il n'avait jamais établi de limites claires autour de notre famille grandissante. Ma mère a proposé de venir rester avec moi avant l'accouchement. Elle craignait que j'aie besoin d'un soutien au-delà de ce que Cameron pouvait fournir, une observation qui m'a semblé à la fois réconfortante et inquiétante. J'ai accepté son offre avec gratitude, programmant son arrivée pour la veille de ma césarienne. Les jumeaux sont arrivés avec 4 semaines d'avance, avant que ma mère ne puisse atteindre Columbus. Des complications avec ma tension artérielle ont nécessité une césarienne d'urgence plutôt que l'intervention prévue. Cameron m'a transporté d'urgence à l'hôpital à 3 heures du matin, s'arrêtant à peine pour prendre le sac de nuit que nous avions préparé des semaines auparavant. À 6 heures, après des heures de surveillance et des tentatives infructueuses pour stabiliser ma tension, le docteur Thornton a pris la décision. Les bébés devaient sortir maintenant. J'ai été préparée pour l'opération en 30 minutes, et à 7 heures, j'étais en salle d'opération. L'opération s'est bien déroulée malgré mon anxiété. L'anesthésiste a expliqué chaque étape au fur et à mesure, sa voix calme manquant à la réalité lorsque la peur menaçait de me submerger. À 7h47, mon premier fils est venu au monde, son cri perçant le silence stérile de la salle d'opération. Son frère a suivi à 7h49, plus petit, mais tout aussi vocal pour annoncer son arrivée. L'équipe chirurgicale a brièvement placé les 2 bébés sur ma poitrine avant de les emmener pour évaluation. 2 petits corps rayonnants de chaleur contre ma peau. Je les ai nommés Oliver et Henri dans la salle de réveil, des prénoms que mon mari et moi avions choisis des mois plus tôt. Oliver avait les cheveux sombres de Cameron et le nez de ma mère, une combinaison qui me serrait le cœur de tendresse. Henri est arrivé avec une coloration plus claire et une tache de naissance sur l'épaule gauche qui correspondait à celle de mon père, un cadeau génétique transmis de génération en génération. En les tenant pour la première fois,
Épuisée et bouleversée, j'ai ressenti un amour si profond qu'il en était physiquement douloureux. Chaque lutte que nous avions endurée, chaque déception, chaque intervention médicale et chaque moment de désespoir se condensaient en 2 êtres parfaits blottis dans mes bras. Rien ne m'avait jamais semblé plus juste que ce moment, plus complet que notre famille nouvellement agrandie. Cameron se tenait à côté de moi dans la salle de réveil, berçant Oliver pendant que j'allaitais Henry. Il semblait sincèrement ému, des larmes coulant sur son visage alors qu'il regardait nos fils et moi. Ses mains tremblaient légèrement en ajustant la couverture d'Oliver, une tendresse que je n'avais pas vue en lui depuis des mois. Il m'a murmuré qu'il m'aimait, qu'il était fier de moi, que notre famille était enfin complète. Les mots m'ont submergé comme une bénédiction, effaçant les doutes qui s'étaient accumulés tout au long de ma grossesse. Quelles que soient les inquiétudes que j'avais nourries à propos de sa famille, de sa loyauté, elles se sont évaporées dans ce moment sacré. Je croyais que nous commencions un nouveau chapitre, unis en tant que famille de 4. Les infirmières m'ont aidé à me transférer dans une chambre privée de la maternité. Cameron a arrangé les fleurs qui avaient déjà commencé à arriver, des bouquets de mes parents, de mes collègues, d'amis qui avaient suivi notre parcours de fertilité depuis le début. La chambre sentait la rose et l'espoir, un parfum que j'aurais plus tard du mal à supporter. Cameron a mentionné que sa famille voulait nous rendre visite, que Patricia était impatiente de rencontrer ses petits-enfants. Je lui ai demandé de les retenir jusqu'au lendemain, expliquant que j'avais besoin de temps pour me reposer et créer des liens avec les bébés avant d'accueillir des visiteurs. Il a accepté volontiers, promettant de gérer les attentes de sa mère. J'aurais dû savoir que les attentes de Patricia Whitmore ne pouvaient être gérées par personne, et encore moins par son fils dévoué. Les ennuis ont commencé ce soir-là. Je me suis réveillée d'un sommeil induit par la morphine pour trouver Patricia debout au pied de mon lit d'hôpital. La pièce était sombre, éclairée seulement par la lumière du couloir qui filtrait par la porte entr'ouverte. Elle ne me regardait pas, mais regardait le berceau où Oliver et Henry dormaient côte à côte, sa silhouette rigide d'une intensité qui m'a glacé le sang. Son expression m'a pétrifiée. Il y avait du calcul dans ses yeux, une froideur que j'avais déjà entrevue, mais jamais affichée aussi ouvertement. Elle étudiait mes fils comme un collectionneur examinerait une acquisition précieuse, évaluant la valeur et faisant des inventaires mentaux. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait là si tard, ma voix rauque à cause du manque d'usage et des médicaments. Les heures de visite s'étaient terminées à 20h, et mon téléphone indiquait près de minuit. Les couloirs de l'hôpital au-delà de ma porte étaient silencieux. L'agitation habituelle du personnel médical était réduite à des pas occasionnels et à des murmures lointains. Patricia s'est tournée vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. La lumière fluorescente du couloir projetait des ombres dures sur son visage, accentuant des rides que je n'avais jamais remarquées auparavant. Elle a expliqué qu'elle avait des relations à l'hôpital. Un membre du conseil d'administration devait une faveur à Donald, quelqu'un dont l'entreprise avait été sauvée par un investissement opportun lors de la dernière récession. La même relation avait fait en sorte que toute la famille ait un accès après les heures de visite ce soir-là. De telles choses pouvaient être arrangées quand on avait les bonnes relations. Son ton suggérait que les règles ne s'appliquaient qu'aux personnes sans ressources suffisantes pour les contourner. Avant que je puisse répondre, elle s'est approchée de mon lit et s'est assise sur la chaise que Cameron avait occupée plus tôt. Le cuir a grincé sous son poids, un son qui semblait anormalement fort dans la pièce silencieuse. Elle m'a pris la main avec une douceur qui semblait répéter, la compassion feinte de quelqu'un qui a appris à imiter l'émotion sans jamais la ressentir. Patricia m'a dit qu'elle avait pensé à l'avenir, à ce qui était le mieux pour tout le monde dans la famille. Sa voix avait la cadence mesurée d'un discours préparé, chaque mot choisi et poli. Elle m'a rappelé que Brooke avait énormément souffert, que son incapacité à concevoir avait brisé quelque chose en elle. Sûrement, je pouvais comprendre ce genre de douleur, ayant moi-même lutté contre l'infertilité. J'ai hoché la tête prudemment, incertaine de la direction que prenait cette conversation. La morphine rendait mes pensées lentes. Mes réactions étaient plus tardives qu'elles n'auraient dû l'être. Une partie de moi se demandait si je rêvais, si cette visite de minuit n'était qu'une hallucination pharmaceutique. La prise de Patricia sur ma main s'est resserrée jusqu'à ce que ses bagues s'enfoncent dans ma chair. Elle a dit que j'avais été bénie avec 2 garçons en bonne santé, plus que ce que beaucoup de femmes pouvaient espérer.
Brooke et Wesley n'avaient rien, une chambre d'enfant vide attendant un enfant qui pourrait ne jamais venir. La disparité semblait injuste, n'est-ce pas? Déséquilibrée d'une manière qui pourrait être corrigée par un simple acte de générosité. Mon cœur s'est mis à battre la chamade alors que je comprenais son intention. Les moniteurs à côté de mon lit ont enregistré le changement, bipant avec une fréquence accrue. Je lui ai dit, non, absolument pas. Ce sont mes enfants, et je n'en donnerai jamais un. Ma voix s'est brisée sur les derniers mots. La faiblesse et la fureur se disputaient la domination. Le masque de sollicitude maternelle de Patricia a glissé comme un vêtement jeté. Son visage s'est durci en quelque chose de laid, quelque chose que j'avais toujours soupçonné de se cacher sous sa surface raffinée. La transformation a été instantanée, révélant le prédateur sous le vernis de la femme aux perles. Elle m'a traité d'égoïste et d'ingrate, sa voix montant à chaque accusation. Elle m'a rappelé que la famille Whitmore m'avait accueilli malgré mes origines humbles, que Cameron s'était abaissé à m'épouser, que je leur devais pour chaque avantage que j'avais reçu depuis que j'avais rejoint leur famille. Des années de mépris refoulés se sont déversées, un torrent de griefs qu'elle avait apparemment catalogué avec un détail méticuleux. J'ai appuyé sur le bouton d'appel de l'infirmière, désespérée d'une intervention. Patricia a bougé plus vite que je ne l'avais prévu, sa main s'élançant pour faire tomber l'appareil de ma prise. Il a heurté le sol sous le lit, bien hors de ma portée. Elle s'est penchée sur moi, son ombre tombant sur mon visage comme un poids physique. La transformation de grand-mère en agresseur s'est achevée à cet instant. J'ai vu clairement, peut-être pour la première fois, la femme par qui mon mari avait été façonné. Sa main s'est levée avant que je puisse réagir. La gifle est venue, rapide et dure, faisant tourner ma tête sur le côté avec assez de force pour faire claquer mes dents. Une douleur a explosé sur ma joue, vive et immédiate, se mêlant à une douleur plus profonde de ma cicatrice alors que j'essayais instinctivement de me recroqueviller pour l'éviter. L'impact m'a laissé l'oreille bourdonnante, la vision momentanément floue. Patricia s'est dirigée vers le berceau sans s'arrêter pour évaluer les dégâts qu'elle avait infligés. Elle s'est penchée et a soulevé Oliver de sa couverture, le manipulant avec une efficacité compétente plutôt qu'avec tendresse. Mon fils s'est agité contre sa poitrine, émettant les petits bruits d'un nouveau-né dérangé dans son sommeil. Je lui ai hurlé de poser mon bébé, le son s'arrachant de ma gorge avec une force primale. Malgré l'agonie dans mon abdomen, j'ai jeté mes couvertures et j'ai essayé de me lever. La perfusion a tiré douloureusement sur mon bras, et le cathéter a créé une résistance que je n'avais pas anticipée. Mes jambes ont immédiatement fléchi, faibles à cause de l'opération et des médicaments. Les muscles qui m'avaient porté pendant 31 ans, soudain incapables de supporter mon poids. Je me suis effondrée contre la barrière du lit, me tenant le ventre alors que je sentais les points de suture se tendre sous le mouvement. Une humidité s'est répandue sous le pansement chirurgical, du sang ou du liquide suintant de l'incision que je venais de rouvrir. La douleur était extraordinaire, une lame brûlante me traversant le corps, mais elle ne signifiait rien comparée à la vue de mon fils dans les bras de cette femme. Patricia a reculé vers la porte avec Oliver, ses mouvements calculés et sans hâte. Elle m'a dit d'arrêter de faire des histoires, qu'elle emmenait simplement son petit-fils rencontrer sa vraie mère. Brooke l'élèverait correctement, lui donnerait tout ce qu'il méritait, des opportunités bien au-delà de ce que mon milieu modeste pourrait offrir. Je devrais être reconnaissante qu'il me laisse un enfant, que la famille ait décidé de faire preuve d'une telle retenue. La porte s'est ouverte brusquement avant qu'elle ne puisse sortir, claquant contre le mur avec assez de force pour laisser une marque dans le plâtre. Donald Whitmore est entré, sa carrure bloquant l'embrasure et projetant une longue ombre dans la pièce. Il a évalué la situation avec le calme exercé d'un homme d'affaires évaluant une transaction. Ses yeux se sont déplacés de sa femme à moi, puis au bébé avec un détachement clinique. Il n'y avait aucune surprise dans son expression, aucune horreur face à la scène qui se déroulait devant lui, seulement du calcul. Donald a dit à sa femme de se contrôler, sa voix portant la patience lasse de quelqu'un qui gère un employé trop zélé. Il y avait un processus pour ces choses. Des papiers à considérer, des cadres juridiques à respecter. Il ne pouvait pas simplement partir avec un enfant. Cela créerait des complications, attirerait l'attention, exposerait potentiellement la famille à des poursuites.
Sa préoccupation était logistique plutôt que morale, entièrement axée sur l'exécution plutôt que sur l'éthique. Je l'ai supplié de m'aider, de faire en sorte que Patricia me rende Oliver. Les mots sont sortis brisés, interrompus par des sanglots que je ne pouvais contrôler. J'ai fait appel à toute l'humanité qui pouvait exister sous son extérieur de chef d'entreprise, à tout instinct paternel qui pourrait l'emporter sur le monstrueux projet de sa famille. Au lieu de cela, Donald a traversé la pièce et a posé ses mains sur mes épaules, me pressant contre le matelas avec une pression ferme et inflexible. Sa prise n'était pas violente, mais absolue, la contrainte de quelqu'un habitué à imposer sa volonté sans résistance. Il s'est penché près de moi, son haleine chaude contre mon oreille, portant l'odeur de scotch cher et de cigares cubains. Il m'a dit d'arrêter de me battre, que la résistance ne ferait que rendre les choses plus difficiles. Cameron avait déjà accepté l'arrangement, avait été convaincu au fil de mois de dîners de famille que c'était la bonne chose à faire. Les avocats de la famille préparaient des documents qui présenteraient le transfert comme une adoption privée. Quelque chose qui pourrait être expliqué comme un acte généreux entre frères et sœurs. Un enfant pour eux, un pour moi. C'était l'accord. Le compromis qui satisferait toutes les parties. Mon monde s'est effondré à ces mots. La réalité s'est fracturée en éclats acérés. Cameron avait accepté. Mon mari, le père de mes fils, avait promis un de nos bébés à sa sœur avant même qu'il ne soit né. Chaque moment de tendresse de ma grossesse, chaque parole rassurante et chaque geste d'amour n'avait été qu'une performance masquant la trahison. J'ai hurlé alors, un son primal arraché des profondeurs de mon être, d'un endroit qui existait avant le langage ou la pensée. J'ai hurlé pour les infirmières, pour la sécurité, pour quiconque pouvait m'entendre à travers les murs qui semblaient soudainement avoir des kilomètres d'épaisseur. Le son a écorché ma gorge, mais je ne pouvais pas m'arrêter, ne pouvais pas calmer l'alarme que mon corps lançait contre cette violation. Patricia berçait Oliver avec impatience, agacée par le bruit que je faisais. Elle s'est plainte que j'étais difficile, que cette scène était inutile et embarrassante. Donald a augmenté la pression sur mes épaules, me clouant au lit de tout son poids tout en marmonnant sur les femmes hystériques et les réactions hormonales. Henry a commencé à pleurer dans son berceau, dérangé par l'agitation. Ses pleurs se sont joints aux miens, un duo de détresse qui devait sûrement atteindre quelqu'un à l'extérieur de cette pièce. La porte s'est ouverte à nouveau. Cameron est entré ensuite, suivi de Brooke. Wesley s'est placé à côté de sa femme, sa main trouvant la sienne avec une intimité exercée. Ils étaient tous arrivés ensemble, ayant apparemment conduit jusqu'à l'hôpital dans le même véhicule. Des conspirateurs plutôt que des visiteurs fortuits. J'ai cherché sur le visage de mon mari un signe de l'homme que j'avais épousé, une indication qu'il sauverait nos fils de sa famille monstrueuse. Cameron m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, que je n'aurais pu imaginer sur des traits que je pensais connaître intimement. De la pitié mêlée de mépris, comme si j'étais une enfant faisant une crise pour un jouet qu'elle ne pouvait pas garder. Il n'y avait aucun conflit dans ses yeux, aucune lutte interne entre la loyauté familiale et les vœux de mariage. Il avait fait son choix bien avant ce moment, et je n'étais que maintenant informée du résultat. Il s'est approché du lit à pas mesurés et m'a dit de me calmer. Sa voix portait la condescendance patiente de quelqu'un qui explique un concept simple à un apprenant lent. Il a expliqué que ses parents avaient raison, que c'était la meilleure solution pour tout le monde. Brooke avait besoin d'un enfant, en méritait un après tout ce qu'elle avait souffert. Nous en avions deux, une abondance là où d'autres n'avaient rien. Des mathématiques simples, en fait, une équation qui s'équilibrait lorsqu'on l'examinait rationnellement. Brooke s'est avancé derrière lui, tendant vers Oliver des mains tremblantes qui trahissaient son impatience. Des larmes coulaient sur son visage, mais ce n'étaient pas des larmes de remords ou de honte. C'étaient des larmes d'anticipation, d'un rêve qui se matérialisait enfin à sa portée. Elle avait attendu si longtemps ce moment, et sa patience allait être récompensée. Quelque chose en moi s'est brisé et s'est reformé en acier. Les pleurs ont cessé brusquement, remplacés par une clarté que je n'avais jamais connue. Chaque pensée dispersée s'est condensée en un seul point de mire brûlant. Ces gens voulaient prendre mon enfant. Ils allaient échouer. J'ai arrêté de crier. J'ai arrêté de me débattre contre la prise de Donald. Je suis devenue complètement immobile, chaque muscle se relâchant en une soumission apparente.
Ma conformité soudaine les a suffisamment déconcertés pour que Donald relâche sa prise, ses mains se soulevant légèrement de mes épaules alors qu'il évaluait si la crise était passée. J'ai dit à Cameron de me regarder, ma voix sortant stable, froide d'une manière que je ne reconnaissais pas comme la mienne. Les mots venaient de ce nouvel endroit en moi, ce noyau d'acier qui s'était formé à partir d'illusions brisées. Je lui ai demandé s'il voulait vraiment cela, s'il était prêt à donner son propre fils pour satisfaire les exigences de sa famille. Cameron a soupiré avec un soulagement évident face à ma capitulation apparente. Ses épaules se sont affaissées, la tension se relâchant de son corps alors qu'il interprétait mon calme comme une acceptation. Il m'a assuré que c'était pour le mieux, que Brooke serait une mère merveilleuse, que nous verrions Oliver à chaque réunion de famille. L'enfant grandirait en connaissant ses parents biologiques tout en étant élevé par des gens qui le voulaient plus, qui pourraient lui offrir des avantages au-delà de nos modestes moyens. Ces derniers mots ont enflammé quelque chose en moi. Une fureur si complète qu'elle a transcendé l'émotion pour devenir un objectif. J'ai dit à Cameron que je voulais qu'il se souvienne de ce moment pour le reste de sa vie. Je voulais qu'il se souvienne d'avoir choisi sa sœur plutôt que sa femme, sa mère plutôt que ses enfants, sa famille d'origine plutôt que la famille qu'il avait créée. Je lui ai promis que cette décision lui coûterait tout ce qu'il chérissait, tout ce qu'il croyait être en sécurité. Ma voix n'a jamais dépassé un ton de conversation, mais chaque mot a atterri comme un verdict. Cameron a ri nerveusement, un son qui n'a pas réussi à masquer son incertitude. Il a rejeté ma menace comme une émotion postpartum. Des hormones qui faussaient mon jugement. L'hystérie naturelle d'une nouvelle mère submergée par les circonstances. Il a tendu la main pour caresser la joue d'Henri, un geste de possession qui m'a donné la chair de poule. La porte s'est ouverte une troisième fois. Ma mère est entrée et l'atmosphère de la pièce s'est instantanément transformée. Même Donald et Wesley, qui discutaient à voix basse près de la fenêtre, se sont tus. Denise Warren avait conduit pendant 4 heures depuis la Pennsylvanie quand je l'avais appelée au début du travail, dépassant toutes les limites de vitesse entre sa maison et Columbus. Elle était arrivée à l'hôpital 1 heure après mon opération, mais j'avais été trop épuisée pour recevoir des visiteurs. Les infirmières lui avaient dit de revenir le matin, et elle avait accepté à contre-cœur. Au lieu de rentrer chez elle, elle était restée assise dans la salle d'attente pendant des heures, incapable de dormir pendant que sa fille se remettait d'une intervention chirurgicale majeure. Elle avait entendu mes cris depuis le bout du couloir, des sons qui avaient traversé les portes fermées et les couloirs stériles jusqu'à atteindre la mère qui m'avait appris à les pousser. Elle avait immédiatement sorti son téléphone, son instinct lui disant que quelque chose n'allait pas du tout, et avait commencé à enregistrer en se précipitant vers ma chambre. Ma mère n'est pas une femme imposante. Elle mesure 1,62 mètres et pèse peut-être 60 kilos. Ses mains portent les marques de décennies de travaux manuels de maternelle et de jardinage. Ses cheveux sont devenus argentés ces dernières années et ses articulations lui font mal par temps froid. Selon toute mesure objective, elle n'aurait dû faire le poids face aux 4 personnes qui occupaient ma chambre d'hôpital. À cet instant, elle remplissait l'embrasure de la porte comme un ange vengeur, sa présence s'étendant à des dimensions qui défiaient la réalité physique. Elle a embrassé la scène d'un seul regard, ses instincts d'institutrice cataloguant chaque détail. Sa fille clouée à un lit d'hôpital avec du sang suintant à travers ses bandages. Une étrangère tenant son petit-fils avec une confiance propriétaire. Une famille de vautours tournant autour du moment le plus vulnérable de sa fille. Son évaluation a pris peut-être 2 secondes avant qu'elle n'agisse. Ma mère s'est dirigée directement vers Patricia et a tendu les mains, sa posture rayonnant d'une autorité qui venait d'au-delà de sa petite stature. Sa voix était calme, contrôlée, absolument terrifiante dans sa certitude. Elle a dit à Patricia de lui donner le bébé, faisant des mots un ordre plutôt qu'une demande. Patricia a serré Oliver plus fort, balbutiant des choses sur les affaires de famille, que cela ne la regardait pas et qu'il y avait des canaux appropriés pour la discussion. Sa confiance précédente a visiblement vacillé alors qu'elle faisait face à quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé. Une mère dont l'amour égalait le sien en intensité, mais le dépassait en clarté morale. La main de ma mère s'est élancée et a saisi le poignet de Patricia avec une précision chirurgicale. Elle a appliqué une pression sur un point près de la base du pouce de Patricia, une technique qu'elle avait apprise il y a des décennies et qu'elle ne s'attendait jamais à utiliser.
Patricia a poussé un cri de surprise et de douleur, sa prise se desserrant suffisamment pour que ma mère lui retire Oliver des bras avec une efficacité exercée. Le transfert a pris moins de 3 secondes. Un instant, Patricia tenait mon fils. L'instant d'après, ma mère le berçait contre sa poitrine, son corps positionné entre les Whitmore et ses 2 petits-enfants. Ma mère m'a passé Oliver avec précaution, attentive à mes blessures, puis s'est tournée pour faire face à la famille Whitmore avec une expression qui a fait reculer Donald d'un pas involontaire. Elle leur a dit qu'ils avaient exactement 60 secondes pour quitter cette pièce avant qu'elle n'appelle la police et ne signale une tentative d'enlèvement. Sa voix portait la certitude calme de quelqu'un qui énonce des faits irréfutables plutôt que des menaces. Elle les a informés qu'elle avait enregistré les 3 dernières minutes de conversation sur son téléphone, ayant lancé l'enregistrement au moment où elle avait entendu sa fille crier et réalisé que quelque chose n'allait pas. Son téléphone téléchargeait déjà le fichier sur un stockage en nuage, hors de leur portée pour le confisquer ou le supprimer. Elle leur a suggéré d'imaginer comment cet enregistrement sonnerait aux oreilles d'un juge aux affaires familiales. Le visage de Patricia a perdu toute couleur alors que les implications se faisaient jour. La mâchoire de Donald s'est crispée de fureur à peine contenue, ses mains se serrant et se desserrant à ses côtés. Wesley a reculé vers le mur, soudain désireux de se distancer de la conspiration. Cameron a regardé sa belle-mère comme s'il la voyait pour la première fois, comprenant enfin que sa famille avait rencontré quelqu'un qu'elle ne pouvait ni intimider ni manipuler. Le visage de Donald est devenu violet de rage alors qu'il réalisait la menace pour la réputation de sa famille. Il a fait un pas vers ma mère, les poings serrés, sa carrure destinée à intimider par sa simple présence physique. Ma mère n'a pas bronché ni reculé d'un pouce. Elle lui a rappelé que des accusations d'agression pouvaient être ajoutées très facilement à des accusations d'enlèvement. Elle a souligné qu'un hôpital contenait de nombreux témoins et des caméras de sécurité documentant les mouvements dans chaque couloir. Elle a demandé si son empire de quincaillerie pourrait survivre au scandale qui suivrait des poursuites pénales, si ses adhésions au country club résisteraient à une telle publicité. Cameron a essayé d'intervenir, jouant le pacificateur comme il le faisait toujours lorsque le comportement de sa famille devenait indéfendable. Il a levé les mains en signe de reddition, insistant sur le fait que tout cela était un malentendu, que personne n'essayait d'enlever qui que ce soit. Sa voix portait la douceur exercée de quelqu'un habitué à désamorcer les situations par le charme plutôt que par la substance. Ma mère le fit taire d'un regard qui aurait stoppé net un camion en pleine course. Elle a dit à Cameron qu'il s'était montré indigne de sa fille et de ses petits-enfants par des actions qu'aucune explication ne pouvait justifier. Elle a annoncé qu'il aurait des nouvelles de notre avocat dans la semaine, que les conséquences juridiques de cette nuit consumeraient des années de sa vie. J'ai retrouvé ma voix alors, puisant ma force dans la présence de ma mère. J'ai dit à Cameron que je voulais le divorce, rendant les mots aussi définitifs qu'un coup de marteau de juge. Je l'ai informé qu'il ne reverrait jamais Oliver ou Henry si j'avais mon mot à dire, que ses droits de visite seraient contestés avec toutes les ressources à ma disposition. Les Whitmore se sont retirés par étapes, leur départ aussi révélateur que leur agression. Brooke a fui la première, Wesley la guidant vers la porte avec sa main dans son dos, ses sanglots résonnant dans le couloir alors que son rêve de maternité s'évaporait sous ses yeux. Patricia a suivi de près, lançant par-dessus son épaule des menaces d'avocat et de bataille pour la garde. Des promesses qui sonnaient de plus en plus creuses à mesure qu'elle s'éloignait de mon lit. Donald est resté le plus longtemps, ses yeux promettant une vengeance qu'il croyait sûrement que son argent pouvait acheter. Il a soutenu mon regard pendant plusieurs secondes avant de finalement sortir, la porte se refermant derrière lui avec une douceur décevante. Cameron est resté au centre de la pièce, me fixant comme s'il me voyait pour la première fois. L'homme que j'avais épousé, le père de mes enfants, se tenait immobile tandis que la conspiration de sa famille s'effondrait autour de lui. Il a demandé si je le pensais vraiment. Sa voix portait un authentique désarroi. Il s'est demandé à voix haute si j'allais vraiment jeter notre mariage par-dessus bord pour un malentendu. Si 6 ans ensemble signifiait si peu que j'abandonnerais tout au premier signe de conflit. Je lui ai demandé s'il pensait vraiment que je pourrais lui faire confiance à nouveau après cette nuit. Je lui ai demandé quel genre de père échangeait son enfant contre l'approbation de sa sœur. Quel genre de mari conspire contre sa femme dans son moment le plus vulnérable. Je lui ai demandé s'il comprenait même ce qu'il avait fait.
Si l'ampleur de sa trahison s'était enregistrée quelque part sous ses réponses conditionnées par sa famille. Cameron n'avait pas de réponse qui comptait. Il est parti sans un autre mot, ses pas résonnant dans le couloir jusqu'à ce que le silence reprenne possession de ma chambre. Ma mère s'est assise à côté de mon lit et m'a tenu la main pendant que je pleurais. Elle n'a pas offert de platitude ni de faux réconfort. Elle est simplement restée présente, son contact manquant à la réalité tandis que mon monde se reconstruisait sur de nouvelles fondations. Les semaines suivantes se sont confondues dans un brouillard de documents juridiques et de nuits blanches. Ma mère a emménagé temporairement chez moi, m'aidant avec les jumeaux pendant que je me remettais simultanément de l'opération et du chagrin. Fidèle à la parole de ma mère, j'ai engagé une avocate nommée Sandra Mitchell, spécialisée dans les cas de divorce impliquant des conflits de garde. Sandra était brillante et impitoyable, exactement ce dont j'avais besoin. L'enregistrement que ma mère avait fait est devenu notre atout le plus précieux. Il capturait les menaces de Patricia, l'aveu de Donald sur l'accord de Cameron pour donner Oliver, et les propres mots de Cameron confirmant sa participation au complot. Sandra a déposé une requête d'urgence pour la garde exclusive sur la base de ces preuves. Cameron a engagé son propre avocat, financé par l'argent de la famille Whitmore. Ils ont tenté de faire valoir que l'enregistrement avait été sorti de son contexte, que les émotions étaient vives après un accouchement difficile, que des personnes raisonnables pourraient trouver un arrangement de garde convenable. La juge Hernandez, une femme sévère d'une 60aine d'années, n'a pas été impressionnée par ces arguments. Elle a examiné l'enregistrement et les dossiers médicaux l'accompagnant, montrant que la gifle avait laissé des ecchymoses visibles sur mon visage. Elle a noté que les images de sécurité de l'hôpital confirmaient que les Whitmore étaient entrés dans ma chambre en dehors des heures de visite. Elle a observé que Donald et Patricia n'avaient aucune qualité pour être présents lors d'un moment médical aussi vulnérable. La juge Hernandez m'a accordé la garde exclusive d'Oliver et Henry. Cameron a obtenu un droit de visite supervisé limité à 4 heures par semaine dans un centre désigné. Tout contact entre les enfants et les membres de la famille élargie Whitmore nécessitait mon consentement écrit explicite. Les visites de Cameron ont duré exactement 3 semaines. Lors de sa deuxième session, il a amené Brooke au centre, violant l'ordonnance du tribunal. Le superviseur a immédiatement signalé l'infraction. La juge Hernandez a révoqué les visites de Cameron en attendant une évaluation psychologique. L'évaluation a révélé des schémas préoccupants dans la dynamique familiale de Cameron. Le rapport du psychologue décrivait un enchevêtrement, des violations de limites et une incapacité à prioriser le bien-être de ses enfants par rapport aux exigences de sa famille d'origine. Le rapport recommandait une thérapie intensive avant que tout contact non supervisé ne soit envisagé. Cameron a refusé la thérapie. Il a insisté sur le fait que l'évaluation était biaisée. Que la juge était partiale. Que tout le système conspirait contre sa famille. Notre divorce a été prononcé il y a 6 semaines. J'ai obtenu la maison, la garde principale et une pension alimentaire substantielle. Cameron a reçu le privilège de visite supervisée qu'il n'a pas encore exercé. Sa famille n'a pas accepté ce résultat avec grâce. Patricia a envoyé des lettres à mon lieu de travail pour tenter de me discréditer professionnellement. Sandra a déposé une plainte pour harcèlement et les lettres ont cessé. Donald a proféré des menaces voilées sur des relations d'affaires et des amis influents. Mon père, un détective de police à la retraite, a passé quelques appels de son côté. Les menaces se sont évaporées. Brooke m'a écrit une lettre manuscrite le mois dernier. Elle s'est excusée pour son rôle dans ce qui s'est passé, affirmant qu'elle n'avait jamais voulu que les choses aillent si loin. Elle m'a demandé si je pourrais envisager de la laisser rencontrer les jumeaux un jour, d'être une sorte de tante pour eux. Je n'ai pas répondu. Je ne suis pas sûre de le faire un jour.